Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer notre webinaire. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur les progrès sur l'intégration entre la protection sociale et les programmes du marché du travail. Bienvenue à ce webinaire. Je sais que vous êtes connectés depuis plusieurs parties du monde. Ordre du jour d'aujourd'hui, euh, passons-le en revue. Nous allons avoir les ouvertures, les introductions et nous allons avoir également deux présentations des pays. La toute première sera par la Turquie, la deuxième par l'Afrique du Sud. Cela sera suivi par une discussion en panel et finalement, nous aurons une partie de questions-réponses et quelques remarques de clôture. Alors, quelques annonces techniques. Si jamais vous avez des questions, affichez-les dans les Q&A, l'icône, en cliquant sur l'icône de Q&A, pas sur le chat. Et les commentaires, les ressources doivent être affichées dans le chat. Si vous avez de commentaires ou de ressources à partager, alors partagez-les dans le chat. Nous avons un service d'interprétation simultanée, alors vous pouvez sélectionner votre langue de choix en cliquant sur l'icône un format de MapMonde. Nous avons un service d'interprétation en anglais, français, espagnol et portugais. Et cette séance sera enregistrée, c'est-à-dire que nous avons besoin de votre consentement pour être enregistré lorsque vous allez parler ou bien lorsque vous allez allumer votre caméra. Alors, une petite introduction sur la Digital Convergence Initiative, l'initiative de convergence digitale ou numérique, la DCI et fonctionne dans le cadre de USP 2030. Il a été lancé en 2021. Son but a été de soutenir la transformation numérique des systèmes de protection sociale au niveau mondial. Cette initiative est financée par l'UE. Le gouvernement allemand et il y a 5 partenaires de coordination, GIZ, la OIT, la Banque mondiale, Expertise France et FIAP. Alors, qu'est-ce que la DCI, pardon, fait? Il y a trois piliers de travail. D'un côté, nous avons le partage des connaissances et nous parlons de l'interopérabilité et d'autres webinaires. Nous développons également des produits, des connaissances par écrit en matière de directrice des études des cas et des briefings d'apprentissage. Tout ça est disponible dans notre site, sur notre site Internet et tous ces événements sont enregistrés et ils sont disponibles, bien sûr. Deuxième pilier, et c'est le développement des normes techniques mondiales pour la protection sociale, pour la chaîne de fourniture de protection sociale. Alors, nous avons des normes pour différentes interfaces pour promouvoir l'interopérabilité. Ce sont des directrices ou des normes qui sont disponibles et pour tout le monde et si vous vous intéressez à contribuer à la rédaction et le développement de ces normes, vous pouvez nous rejoindre parce que c'est une communauté ouverte. Troisième pilier, nous avons alors ces produits de connaissances et les normes, mais nous avons besoin qu'ils soient utilisés par les pays qui adoptent la transformation numérique dans le cadre de cette initiative. Dans ce but, nous soutenons les pays de façon financière et avec des conseils techniques sur la mise en place des projets de transformation numérique à travers ces 5 partenaires de mise en place. Nous avons pour but de fournir de l'aide à 13 pays et à 18 pays et les quatrième pilier ça passe par fournir des formations de renforcement des capacités aux pays et aux experts pour qu'ils puissent mettre en place la transformation numérique dans leur secteur respectif. Alors, quelques interfaces de normes que nous avons développées pour l'interopérabilité. Alors, nous avons un système de gestion de protection sociale qui interagit avec l'inscription civile et différents programmes sociaux.
Nous avons aussi un registre de bénéficiaires intégrés, un registre social, des systèmes d'identification, des systèmes de paiement, un registre pharmaceutique et un registre de handicap. Alors, nous avons 5 interfaces, y compris le registre des agriculteurs et les systèmes de paiement et d'identification qui nous allons prendre d'ici peu. Alors, si vous vous intéressez à rejoindre ces comités de normes, vous serez le bienvenu. Vous pouvez nous contacter pour nous rejoindre dans ces comités de normes. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par interopérabilité? La série de dialogues sur la interopérabilité a été lancée par la DCI pour faciliter les conversations techniques approfondies autour des systèmes d'information de protection sociale intégrés à travers les pays. Alors, qu'est-ce qui est nécessaire pour que les systèmes deviennent interopérables? Comment est-ce que les agences ont abordé les défis en matière d'interopérabilité? Comment est-ce que elles ont retrouvé des solutions potentielles pour surmonter ces défis-là? Nous voulons savoir comment le système de protection sociale interagit avec les systèmes d'emploi. Et ce sera un nouvel courant pour nous en matière de développer les normes d'interopérabilité. Alors, sachez qu'il y a des enregistrements des sessions précédentes qui sont disponibles. Vous pouvez y accéder à travers cette présentation. Maintenant, passons à parler de nos orateurs. Aujourd'hui, nous avons 4 orateurs. Je serai l'animatrice. Alors, je vais me présenter, moi. Je m'appelle Anita Mittal. Je suis la leader de la DCI au niveau du GIZ. J'ai été là depuis le début du projet. J'ai un background technique, des connaissances techniques. Je suis experte des sciences informatiques et je suis la responsable des aspects techniques. Et nous avons Erkan Dansuk qui a participé des sessions précédentes au niveau de la DCI. Il va présenter des aspects liés à l'interopérabilité, les systèmes de protection sociale en Turquie. Erkcan est diplômé du département de sociologie du Moyen-Orient de l'Université technique et il a travaillé sur des politiques sur le soulagement de la pauvreté et il a travaillé au niveau étatique dans le ministère du Premier ministre. Pendant plus de 25 ans. Il a beaucoup d'expérience. Il a également travaillé dans le ministère de la Famille et des Services sociaux. En 2018, il a travaillé également comme spécialiste de la protection sociale et il se spécialise sur la distribution des revenus, la pauvreté, les politiques, la lutte contre la pauvreté, la mise en place des ODD en Turquie. Erkan, vous êtes le bienvenu. Deuxième oratrice qui va présenter depuis l'Afrique du Sud, elle s'appelle Moipone Shabalala. Elle est responsable de solutions d'entreprise. Elle a plus de 10 ans d'expérience dans les secteurs publics et privés. Elle se spécialise sur l'innovation des logiciels et son rôle comprend la collaboration avec les parties prenantes, l'obtention de financement et l'assurance des solutions qui peuvent être montées à l'échelle et qui sont efficaces. Elle contribue au programme de numérisation de CESA. Elle va expliquer de quoi ça s'agit et elle se spécialise dans l'amélioration des fournitures de services. À part ces 2 orateurs qui vont faire des présentations spécifiques à chacun des pays, nous avons Josefina Posadas. Elle est économiste dans la pratique des protections sociales et emploi dans le groupe de la Banque mondiale. Elle est responsable de travailler avec les pays clients pour développer et mettre en place des politiques et programmes pour améliorer l'accès au marché du travail, surtout pour les populations vulnérables. Récemment,
La Banque mondiale s'est concentrée sur le développement des systèmes avancés d'information sur les marchés du travail. Ensuite, nous avons Luisa Cretescu de la Roumanie et elle a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur privé. Maintenant, elle travaille comme conseillère au niveau du ministère du Travail en Roumanie. Elle a contribué à des grandes réformes en matière d'éducation, services sociaux et numérisation. Elle suit et rédige des rapports sur la mise en place des jalons en matière de réforme des pensions sociales et numériques. Elle a contribué au développement et mise en place depuis des 20 projets tout au long de sa carrière. Alors, nous savons que nous avons un panel d'orateurs. Avec beaucoup d'expertise. Et maintenant, je vais inviter notre orateur depuis la Turquie. C'est à vous, Erçan. Erçan, vous avez la parole. Merci, Anita. Vous avez partagé un discours d'ouverture très percutant. Vous avez bien résumé les détails de cet événement. J'aimerais remercier la plateforme de la DCI pour nous avoir invités, pour avoir invité la Turquie et le ministère de la Famille à ces événements. Je crois que c'est bon pour nous de partager nos connaissances, nos problèmes, nos solutions dans de telles plateformes. Passons à la suivante. Alors, la Turquie, comme vous le savez, est un pays à revenu moyen supérieur. Comme sa population est une population modérée de 85 millions de personnes. En- alors, le PIB est de 1000 milliards de dollars. Le PIB par habitant, c'est de presque 12 000 dollars. Et sa croissance en matière du PIB est de 5%. La taux d'emploi, voilà un problème que nous avons lorsque nous comparons notre pays avec des pays les plus développés. Le taux d'emploi est de presque 49% et le problème dans le marché du travail est la participation de femmes, c'est-à-dire la participation de femmes est de moins de 32%. Alors, le nombre d'habitants qui se trouvent au marché du travail, c'est de 35,3 millions. Et un autre problème que nous avons, c'est le taux de et de net, NEET, qui a augmenté depuis quelques années. Maintenant, c'est de 23%. La population de plus de 15 ans est de 66 millions. Le taux de chômage est de 8% à peu près. Et le nombre de chômeurs est de 2,8 millions, presque 3 millions de chômeurs. Et un autre problème que nous avons pour le marché du travail en Turquie, c'est le chômage de jeunes. Maintenant, les jeunes qui se trouvent en chômage s'élèvent à 15% du total de la population jeune. Alors, lors de dernières 3 décennies, la Turquie a développé un système de protection sociale, et c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle le taux de pauvreté s'est réduit. Euh, Au début de ce siècle, le taux de pauvreté était de presque 40%, mais maintenant ce taux s'est réduit à jusqu'à 7%. Même situation pour le taux de pauvreté relative au fil du temps. Lors des 2 dernières décennies, tous les taux de pauvreté se sont réduits. Euh, alors,
comment est-ce que nous avons géré tout cela lors de dernières décennies? C'est à cause du développement du système de protection sociale. C'est ça la raison pour laquelle on témoigne de cette réduction et je vais en parler. Alors, lorsque nous regardons le système de protection sociale turc, nous avons un système assez complet. D'un côté, nous avons le système d'assurance sociale lidéré par le ministère du Travail. Le ministère du Travail est responsable du programme d'assurance sociale, le programme d'emploi, et il couvre ces deux programmes. Et ces deux programmes couvrent 89% de la population. De l'autre côté, nous avons l'aide sociale et les services sociaux. Cela couvre 11% de la population. Cette population-là, cet 11%, en général, ils ne appartiennent pas au programme d'assurance sociale. C'est pour ça que nous avons développé notre système de protection sociale avec un caractère dual. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons la population inscrite dans les programmes d'assurance sociale et de l'autre côté, nous avons les programmes d'aide sociale, le programme d'aide sociale, c'est-à-dire il s'agit de la population qui n'a pas de mécanisme de protection sociale, c'est-à-dire ce sont des personnes qui n'ont pas d'assurance sociale ou qui n'ont pas d'autres programmes d'assurance sociale. C'est la raison pour laquelle, pardon, nous avons créé ce programme pour protéger cette population vulnérable. En tant que ministère de la Famille et des Services sociaux, nous sommes responsables d'un système d'aide sociale. Comme vous voyez, nous avons cette pyramide qui montre l'organisation de l'aide sociale. Au top, nous avons, dans la partie supérieure, nous avons le conseil d'administration des fonds, le Fund Board, et ce board, ces conseils est le responsable de la mise en place. Et nous avons le directorat général d'aide sociale, DGSA, qui est responsable du secteur central. Comme vous voyez, il se trouve au milieu de la pyramide. La Turquie a également établi plus de 1000 euh, bureaux d'aide sociale et dans chaque district de la Turquie. C'est pour ça que nos programmes sont d'une nature plutôt régionale, d'accord? Et dans le cadre de ce programme, nous avons inscrit 21 millions des ménages, c'est-à-dire 72 millions d'individus de la population. On passe à la suivante. Alors, ce que nous avons établi au début des années 2000, ça s'appelle le système d'information de l'assistance sociale intégrée, l'ISAS. Donc, on a créé ce système et nous avons pu ainsi atteindre les gens dans l'ensemble des régions de la Turquie. Donc, ce système était très important parce que ainsi, nous avons pu créer un registre sur les services sociaux avec un registre précis des populations les plus vulnérables. Ce que nous avons fait concrètement via ce système, c'est que dès la création du système, nous avons intégré différentes institutions et leurs données, leurs bases de données dans ISAS, donc dans ce système ISAS. Nous avons donc des données désormais de 29 institutions publiques différentes
Et nous utilisons 120 services web différents dans un seul portail en ligne, facilement accessible. Donc, nous avons converti notre base de données depuis des procédures papier euh, pour transformer en système donc électronique facilement consultable. Et notre système d'assistance sociale couvre 21% de la population. Il- 11% de cette population concerne les personnes les plus pauvres, mais et 10% sont les personnes les plus vulnérables. Donc, donc, nous cherchons à venir en aide non seulement aux personnes les plus pauvres, mais également les personnes les plus vulnérables pour d'autres raisons, grâce donc à ce système. Alors, comment utilisons-nous ce système? Eh bien, il y a trois procédés principaux dans notre système. Tout d'abord, l'évaluation, l'inscription et la surveillance. Lorsqu'un candidat, un candidat, une personne qui euh, cherche à obtenir cette assistance, lorsqu'il se présente à nous, il nous donne tout d'abord leur identité avec un numéro d'identification. Et ce que l'on fait, c'est tout d'abord récupérer toutes les autres données des autres institutions, toutes les données administratives concernant cette personne. Et donc, nous créons le registre social de ce candidat. Après avoir obtenu ces données administratives pour ce candidat, nous nous rendons également au domicile du candidat. Pourquoi? Parce que nous voulons vérifier que ce qui a été déclaré euh, correspond à la réalité. Donc, s'ils déclarent leurs conditions économiques et sociales, n- donc nous ensuite vérifions tous les détails du logement de cette personne et nos travailleurs sociaux donc observent les conditions socio-économiques du foyer, par exemple. Par exemple, ils n'ont peut-être pas déclaré des personnes âgées ou des enfants. Par exemple, ils ont oublié de mentionner la présence de ces personnes dans le foyer. Donc, les travailleurs sociaux constatent la présence de ces personnes vulnérables et les travailleurs sociaux ajoutent ces informations au dossier du candidat lors du processus d'inscription. Donc, c'est ce qu'on appelle un testing de la moyenne hybride lors un processus que l'on utilise lors de processus d'inscription. Et on envoie toutes ces informations euh, au conseil d'administration qui prendra la décision. Donc, ce sont des administrateurs. C'est un conseil d'administration constitué de leaders locaux, régionaux, et c'est ce conseil d'administration qui décide in fine si ce candidat est éligible au programme d'assistance sociale. Donc, c'est ainsi que sont sélectionnés les foyers éligibles. Donc, et nous créons donc une liste de foyers éligibles et nous allouons le budget disponible.
nous envoyons nous envoyons les fonds nécessaires pour mettre en place l'assistance sociale et le, le- les fonds sont directement envoyés euh, au- à l'intention du foyer qui a été accepté dans notre système. Donc, en cas de problème avec ce paiement, eh bien, on peut également effectuer un suivi hein, du processus de paiement. Il y a plusieurs niveaux de contrôle en cas de problème avec ce paiement, justement, euh, sur le compte du foyer. Alors, dans notre système d'assistance sociale, nous avons deux parties principales. Ce que nous visons à atteindre tout d'abord pour améliorer la résilience des bénéficiaires, ce sont donc les transferts de fonds et les services de renvoi. Mais nous avons également une stratégie de, de sortie, c'est-à-dire que nous ne voulons pas que les personnes restent indéfiniment dans notre programme d'assistance sociale. Euh, Nous mettons l'accent sur la réinsertion. Donc, il y a un programme de résilience tout d'abord avec donc des transferts, des virements bancaires, des services de renvoi vers les spécialistes adaptés aux besoins et donc une stratégie de réinsertion via l'emploi. Alors, concernant les programmes de renforcement de la résilience, vous voyez qu'il en existe plusieurs, hein. Il y a plus de 50 programmes euh, visant à améliorer la résilience. Donc, ils sont regroupés dans plusieurs piliers. Tout d'abord, l'assistance familiale, l'assistance en matière d'éducation, de santé, de logement, pour les personnes en situation de handicap, notamment. Bon. Et nous utilisons ces programmes pour soutenir les personnes. Alors, voyons cela plus en détail ici. Par exemple, concernant les programmes maintenant de retour vers l'emploi et de renforcement des compétences. Environ 18% des bénéficiaires de l'assistance sociale sont en mesure de travailler. Et ce sont ces 18% que nous ciblons pour le deuxième pan donc, de notre programme qui concerne la réinsertion professionnelle. Donc, tout d'abord, un programme d'assistance à l'emploi, disons, c'est-à-dire une orientation, des conseils. euh, Nous travaillons avec l'Agence pour l'emploi de Turquie. Nous travaillons avec elle avec le ministère de la Famille également, au niveau donc vraiment local pour apporter une aide concrète aux chercheurs d'emploi. Et nous mettons l'accent notamment sur les femmes au sein de notre système. Jusqu'à présent, nous avons atteint 11% des bénéficiaires potentiels. Donc, 11% sont enregistrés dans notre programme de marché de l'emploi. Et 13% de ces personnes, de ces bénéficiaires, ont, ont été ensuite recrutés sur le marché du travail.
Alors, l'année 2016 a été très importante pour nous pour renforcer le lien entre nos différents programmes. Il y avait donc déjà des programmes qui existaient avant 2016, mais à cette époque, il y a eu donc une création par le gouvernement d'une réglementation légale, hein, donc le 14 avril, concernant euh, l'encouragement des employeurs qui emploient donc des bénéficiaires de l'assistance sociale. Et, et en 2017, également une réglementation de l'emploi des bénéficiaires de l'assistance sociale. Alors ici, je vais résumer ce que fait l'Agence de l'emploi en Turquie. L'agent de l'emploi a six euh, responsabilités principales. Tout d'abord, euh, faire un- des études de marché, euh, du conseil d'orientation professionnelle. Troisièmement, ce sont des services liés à l'emploi, également l'établissement de règles du marché du travail actif, des règles du marché du travail passif et la mise en place de divers projets. Donc, c'est vraiment ce sont les six piliers de l'agence de l'emploi. Alors, il y a aussi un soutien aux réfugiés et notamment le pilier numéro 2 qui concerne l'orientation professionnelle, justement. Et cela, c'est très lié à notre programme d'assistance sociale parce que l'agence pour l'emploi euh, travaille main dans la main avec notre programme d'assistance sociale. Parce que une fois que nous avons défini les bénéficiaires et que nous définissons que ce bénéficiaire cherche à obtenir un emploi, nous avons tout un ensemble de services qui lui sont proposés. Et İSKÜR, l'Agence pour l'emploi de Turquie, euh, met à disposition des programmes de formation et différents services qui contribuent au retour à l'emploi. Et puis, une fois que la personne a retrouvé un emploi, İSKÜR offre un soutien encore aux bénéficiaires et un suivi pendant 6 mois. Alors, je ne peux pas donner tous les détails. C'est un système complet. Bon, vous les voyez un petit peu là à l'écran dans ma présentation. Mais je veux dire, il y a plusieurs services qui s'articulent autour donc des différentes étapes du retour à l'emploi. Passons à la diapo suivante. Alors, encore une fois, pourquoi l'année 2016 est-elle très importante? Eh bien, parce que avant 2016, un bénéficiaire, s'il obtenait un emploi avec un revenu, eh bien, leur assistance sociale était automatiquement interrompue avant 2016. Mais le gouvernement a changé cette règle. Donc, si un bénéficiaire obtient un emploi, obtient un revenu, leur assistance sociale se poursuit pendant au moins un an. Et ça, c'est très important pour notre système d'assistance sociale. Pourquoi? Eh bien, lorsque notre bénéficiaire obtient un emploi, ils savent que s'ils obtiennent cet emploi, leur assistance sociale, avant, ils savaient que ça allait interrompre leur assistance sociale. Donc, ils étaient, il y avait beaucoup de refus d'offres d'emploi à cause de cela. Non, mais depuis le changement de la législation, le nombre de bénéficiaires qui a
qui a accepté un emploi a augmenté. Et puis, nous avons également créé des règles pour ce programme. Par exemple, les, la- les activités, la conséquence de la non-participation, c'est-à-dire que les activités non liées à l'emploi disqualifient les individus, ça c'était avant, euh, pour la réception d'une aide. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Lorsque le bénéficiaire obtient un emploi, l'assistance est maintenue encore quelques mois. Et puis, il y a également les programmes de formation professionnelle et de travail actif. Les bénéficiaires peuvent accéder à des programmes de formation professionnelle et de travail actif organisés par Escure. Et donc, si la première, par exemple, les candidatures multiples, si la première tentative de recrutement d'une personne échoue, elle peut postuler jusqu'à 3 fois. Alors, les mécanismes, ici, voyons cela de plus près, les mécanismes d'incitation et de sanction pour la conformité. Alors, on va passer à la diapo suivante. Les incitations en détail. Donc, les conditions à remplir pour bénéficier de l'incitation. Tous les bénéficiaires doivent être enregistrés dans le système et tous les bénéficiaires doivent remplir des critères auprès de ISCUR, de l'agence ISCUR également. Diapo suivante. Et comme je l'ai dit, ISCUR offre différents services aux bénéficiaires selon selon la situation. Alors, il peut s'agir de... Ah, donc après l'évaluation du conseiller en emploi et en orientation professionnelle, les bénéficiaires peuvent être dirigés vers des postes vacants, donc adaptés à leur situation, ou ils peuvent être dirigés vers des programmes de formation professionnelle et vers d'autres programmes également d'aide au marché du travail, tels que la formation, des programmes de travail social public, etc. Donc, c'est l'agence ISCUR qui finance tous ces processus, tous ces services qui sont offerts aux bénéficiaires pendant une année. Lorsque nous fournissons les sanctions, nous voyons qu'il y a certains bénéficiaires qui n'accomplissent pas nos prérequis, qui n'acceptent pas peut-être un adressage d'emploi ou d'embauche, ou bien ils ne se présentent pas à l'entretien d'embauche. Alors, c'est pour ça que nous devons créer une section spécialement consacrée à ces individus-là, mais c'est quelque chose d'important pour lui, pour eux, pardon, parce que cela crée des revenus pour eux. C'est pour ça que nous devons insister pour que
ils puissent obtenir ce poste de travail parce que s'ils n'acceptent pas, ils vont perdre les bénéfices et les différentes composantes de l'aide de notre système. Alors, nous devons contrôler et nous pouvons contrôler les liens entre l'aide sociale et le marché de l'emploi en utilisant ces sanctions-là. Voilà. La première partie est la responsabilité des agences d'emploi en Turquie. Un autre programme consiste à renforcer les liens entre l'aide sociale et le marché d'emploi. Dans notre ministère, le ministère de la Famille, nous sommes les responsables de deux programmes principaux, le programme ADEM et le programme SODAM. ADEM et SODAM, voilà les sigles et ce qu'elles veut dire. Alors, nous savons que pour la première partie, il y a des membres vulnérables de la population, mais qui sont en mesure de travailler. Pour eux, nous offrons des postes de travail. Ce programme-là vise les personnes les plus vulnérables dans le programme de l'aide sociale. Ce sont des personnes qui ne cherchent pas de travail, qui sont complètement hors la force de travail, qui n'ont pas des compétences pour n'importe quel travail, ils n'ont pas de revenus, ils ne sont capables de payer euh, des services ou des besoins. Alors, les femmes au foyer, et les femmes au foyer qui sont dans la quarantaine ou dans la cinquantaine, ce sont des femmes qui se trouvent hors le système de la force de travail. Alors, les agences d'emploi turques ont du mal à contacter ces personnes-là, à rendre ou à fournir des services à ces personnes-là. Alors, c'est pour ça que nous avons développé des programmes spécifiques pour cibler, comme je viens de dire, ces femmes-là et parmi d'autres membres de la population qui sont dans une situation de vulnérabilité. Alors, nous avons ce projet de centre de soutien aux familles ADEM. Euh, Ce sont des centres qui se focalisent sur les femmes de la communauté Rome. Euh, Alors, en 2011, nous avions 55 centres partout dans le pays et il y avait plus de 2,7 millions de femmes qui ont été atteintes ou desservie par ces centres. C'est la communauté Home et qui a été surtout ciblée. Par rapport au SODAM, nous avons les centres de solidarité sociale. Nous avons contacté ou nous avons atteint plus de 330 000 femmes. On passe à la suivante, s'il vous plaît. Et voilà les principales activités de nos centres ADEM et SODAM. Nous fournissons des services de base tels que des formations professionnelles, des cours d'artisanat, des formations, séminaires, réunions, des activités culturelles, des visites d'exposition, etc. Et nous fournissons des formations d'une durée de 3 mois au moins. C'est une durée minimale de 3 mois pour que les femmes puissent gagner leurs propres revenus. Et nous avons alors ces formations qui aident ces femmes-là à accéder au marché du travail. Et quelques-uns de ces centres ont établi des coopératives de femmes. Nous avons des exemples dans les centres des ADEME, les centres type ADEME. Euh, alors, il n'y a pas beaucoup de centres
de ce type-là pour le moment, mais nous sommes en train d'essayer d'augmenter ce type d'activité, ce type de coopérative avec des femmes comme membres dans les centres de type ADEME et de type SODAM. On passe à la suivante. Comme j'ai dit lors des slides précédentes, euh, ces centres-là doivent exister pour renforcer les liens entre l'aide sociale et le système d'emploi. Surtout, il y a parfois un manque de mécanismes d'adressage pour l'emploi dans ces centres-là et il y a un taux très bas de remplacement des postes de travail et il y a un bas potentiel entrepreneurial et un bas niveau ou bien une absence totale de lien avec les programmes euh, e-school. C'est pour ça que nous devons améliorer ces centres-là au niveau institutionnel et au niveau financier également. Et il n'y a pas de normes parfois. Alors, voilà ma dernière diapo. Voilà le nouveau programme créé par le Ishkur. Surtout lorsque nous avons développé notre programme d'aide sociale, nous pouvons cibler différents types de populations vulnérables. C'est ça que l'on peut vraiment détecter. Et il s'agit du troisième groupe dans notre système, surtout le Ishkur a créé un tel programme. Il y a quelques critères d'éligibilité pour bénéficier de ce type de programme. On passe à la suivante. Nous avons identifié à peu près 500 000 foyers dans notre système d'aide sociale. Dans 5 ans, la cible a été de adresser ces foyers. Lors des derniers 6 mois, nous avons déjà atteint 30% de cette population cible. Et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font pour ce groupe cible, est-ce que ils fournissent des services de conseil individuel, de recherche de travail, de renforcement de formation occasionnelle. Alors, nous avons trois grands programmes et nous avons le système de soutien, le système d'amélioration de compétences et le système de remplacement de postes de travail. On passe à la suivante, s'il vous plaît. Merci, c'est tout de ma part. Merci, Anita. J'espère avoir éclairci vos besoins d'information. Merci beaucoup, Erchan, de ces informations que vous avez partagées avec nous et nous disons donner un nom en poisson et il va manger pendant une journée, mais apprend lui à pêcher, il va manger tous les jours, d'accord? Alors, c'est ça que l'on veut dire à travers ces initiatives-là que vous avez développées en Turquie. Merci, Ercan, d'avoir partagé ces informations d'une très grande valeur. Et nous allons plus tard avoir quelques questions de la part pour les panélistes, de la part de l'audience du public après la présentation de l'Afrique du Sud, pardon. Maintenant, j'aimerais présenter la responsable de la présentation de l'Afrique du Sud. Elle va parler de l'interaction entre emploi et aide sociale. Vous avez la parole, Madame Chabalala. Merci. Ah, je crois qu'elle a coupé son micro. Oui, vous êtes en muet. Votre micro a été coupé.
Maintenant, nous vous entendons. Merci, Moipone. Merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde. Merci de cette opportunité de partager mes expériences de l'Afrique du Sud. Je vais présenter des aspects liés au design pour la interopérabilité dans le secteur de la protection sociale. Est-ce que la présentation est en mode de présentation ou non? Ça va. Merci. OK. Comme j'ai indiqué, je représente l'Afrique du Sud. Je parlerai du design ou la conception de l'interopérabilité dans le secteur de la protection sociale et surtout c'est en référence avec le système SRD de la COVID-19 en Afrique du Sud. Et je parle au nom de Madame Manoku Zola Tolaché et Monsieur Timba Matlou. Alors, le SASA, c'est l'Agence de sécurité sociale de l'Afrique du Sud. C'est une entité du département du développement social créée sous le mandat de fournir de l'aide sociale aux citoyens éligibles dans notre pays. Si nous regardons le paysage, de l'Afrique du Sud. On plante les décors sur l'Afrique du Sud. Dans notre pays, nous avons 9 provinces, 257 mairies, une population de plus de 62 millions et 19 000 foyers, dont 50% des foyers reçoivent au moins une subvention. Concernant le taux de pauvreté, nous avons 41,8 millions de personnes vivant dans la pauvreté et le taux de chômage est de presque 33%. Si nous regardons l'aide sociale, plus de 26 millions d'Africains du Sud reçoivent de l'aide sociale tous les mois, dont 9 millions reçoivent une subvention liée au COVID-19. Alors, nous allons maintenant nous focaliser sur les paysages de subventions sociales. Dans SASA, nous fournissons des subventions sociales normales. C'est la cohorte la plus large, c'est de la cohorte qui comprend les personnes âgées, les handicapés et aussi les subventions pour les enfants. Ensuite, nous avons une cohorte plus petite, la cohorte de SRD, c'est la cohorte de soulagement social de la détresse. C'est une aide qui est guidée par les normes. Et ensuite, nous avons le SRD COVID-19 qui a été créé en 2020, pardon, comme conséquence de la pandémie de la COVID et la quarantaine, le confinement. Si nous regardons les chiffres liés à l'aide sociale, nos subventions normales constituent la partie la plus large, comprenant un peu plus de 12 millions, presque 13 millions des subventions sociales et nous avons aussi la SRD, la subvention SRD COVID-19. Euh, Vous avez regardé les chiffres. Si nous regardons le paysage des systèmes d'information en Afrique du Sud, le système principal, c'est le système d'identification sociale. Le responsable est le département d'affaires, le ministère de l'Intérieur, avec presque 100%, comme 94%, ça couvre 94% de la population, c'est-à-dire que 94% de la population a été inscrite dans cette base de données. Ensuite, nous avons le registre social. Il s'agit d'une base de données qui est toujours développée et le responsable est le ministère du Développement social, le SASA, dont le but est de inclure ces services-là, les services dans le registre social. Ce sont les services
fournis par SASA et le département de développement social. Euh, Par rapport à la plateforme de paiement commune, nous avons un écosystème assez diversifié. Cela est géré par l'Association des paiements de l'Afrique du Sud et 92% de la population sont desservis par ce système. Et par rapport à la plateforme des traitements des CRIF, nous avons des subventions sociales disponibles administrées par le département de développement social. Et cela est fait par le Conseil des plaintes dans le département de développement social. Et le SASA s'y engage pour fournir des réponses adéquates. Si nous regardons le paysage des systèmes d'information, c'est un système en constante évolution en Afrique du Sud et il recueille des informations sur le revenu de la population. Nous avons 41% de notre population qui est couverte par le système d'information fiscale. C'est la partie de l'information de la population qui contribue aux taxes. Du point de vue de l'assurance sociale, dans le secteur formel, nous avons les institutions d'assurance individuelle qui gèrent leur propre base de données. Ensuite, nous avons le registre des personnes handicapées. Nous avons des multiples institutions qui gèrent les personnes handicapées. Ensuite, nous avons le registre foncier et immobilier. C'est disponible dans le bureau des actes notariés. Et ensuite, nous avons le registre d'emploi, le responsable, le département du travail. Là, il y a une base de données spécifique et nous avons également la base de données des fonctionnaires du gouvernement pour les registres de la propriété des entreprises. Nous avons la CIPC. Vous voyez les chiffres de personnes inscrites dans la dernière colonne et pour la base de données de détenus. La base de données est hautement décentralisée au niveau régional, c'est-à-dire que chaque province va avoir une petite cohorte de détenus. Il s'agit d'un système qui n'est pas encore exhaustif et c'est pour ça que on ne peut pas l'utiliser pour le moment comme base de données centrale. Maintenant, parlons du système COVID-19. Qu'est-ce que nous fournissons en matière par rapport à ce système? La subvention a été créée en 2020 et à ce moment-là, 45% de la population vivait sous la ligne de la pauvreté et c'était un revenu de moins de 352 dollars par mois. Alors, on a espéré que la COVID pouvait bien affecter les personnes dans cette situation de vulnérabilité. La cohorte la plus grande des personnes affectées par la COVID et le confinement étaient les personnes en situation d'emploi informel, ce qui constituait 30% de l'emploi total Est-ce- dans les est-ce- pays. Alors, nous nous sommes concentrés sur la création de cette subvention de la COVID. Il y avait d'autres programmes qui se focalisaient sur cet aspect-là tel que le UIF, c'était le programme de soulagement pour les employeurs, pour et les entreprises et les employés. Et aussi, nous avons eu une subvention qui se concentrait sur les agriculteurs. C'était une subvention pour les agriculteurs. Alors, il y avait quelques initiatives qui avaient pour but de renforcer ce secteur, d'aider ce secteur qui était affecté par le confinement. Et pendant le confinement, bien sûr, la faim a augmenté de 4,3% à 7% précisément. Et donc, du point de vue de l'Afrique du Sud, ce que nous avons fait pour résoudre ce problème, c'est que nous avons cherché à pré-identifier toutes les personnes affectées pour
pouvoir déterminer le nombre possible de personnes qui pourraient se porter candidates aux subventions. Donc, nous avons ensuite développé hein, le système de subventions. Le président a annoncé le confinement en mars et en avril, il a annoncé ce programme de bourse de subvention d'aide sociale. Il y a eu ensuite 6 semaines nécessaires pour développer la solution et pour pouvoir mettre en œuvre concrètement euh, les paiements aux personnes qui étaient donc affectées, qui s'étaient retrouvées sans revenus. Si l'on regarde l'administration de la bourse, il était important de prendre en compte 4 éléments. Tout d'abord, les canaux d'accès, parce que en raison des restrictions du confinement, le paysage actuel, les bureaux de services étaient affectés, bien sûr. Donc, nous n'avons pas pu les utiliser, bien sûr, parce que tous ces bureaux étaient fermés en raison du confinement. Donc, il a fallu établir des canaux d'accès numériques pour les clients pour qu'ils puissent accéder aux services. Et les canaux numériques étaient constitués donc d'un site web avec des canaux interactifs et des canaux par SMS également. Pour l'identification, le principal identifiant en Afrique du Sud, dans toutes les organisations, c'est le numéro d'identité. Et nos organisations donc, ont- font usage de ce numéro d'identification qui a donc été utilisé pour vérifier l'identification des personnes qui demandaient l'accès à ce service. Ouais, il y a eu également le test de moyenne. Nous testons, euh, en fait, nous devons tester tous les mois si le candidat euh, entre dans les fourchettes, en quelque sorte, qui lui donne le droit à accéder à l'aide de la part des institutions, publiques. C'est un test de ressources, en quelque sorte. Et puis, il y a le transfert de bénéfices. Donc, nous évaluons comment transférer des fonds et comment les clients accèdent à ces fonds une fois transférés. Donc, il peut s'agir du compte bancaire des candidats. Il y a eu également des transferts par téléphone mobile et nous avons également introduit les vouchers, les bons électroniques qui permettent d'aller sélectionner en fait des fonds auprès de certains détaillants, certains commerces. Et c'était important de définir ces 9 moyens physiques de transfert, de virement pour que ces moyens puissent euh, euh, s'intégrer dans le contexte du confinement dû au COVID-19. Al- Alors, les principaux canaux de communication et de transfert, c'est notre site web. Nous collectons les informations qui nous parviennent, donc le service vient donc est déclenché par l'inscription volontaire du client. Donc, la personne nous fournit des informations élémentaires. Non. Ils nous donnent leur numéro d'identification, leurs coordonnées et leur numéro de téléphone portable, leur compte bancaire également. Donc, toutes ces informations essentielles. Et puis, dans le cadre de cette inscription, il y a des questions qui leur sont posées. L'objet est de permettre au gouvernement d'évaluer les circonstances de cette personne. Donc, c'est plutôt orienté individu, non pas orienté foyer.
Et au moment de l'évaluation et de la décision d'éligibilité, les informations utilisées sont les données que nous recevons via les mécanismes de partage des données. Donc, au-delà de ce que le client a indiqué dans le cadre du processus d'inscription, les principaux euh, euh, moteurs de décision sont les informations que nous recevons via notre mécanisme de partage des informations. Et puis, euh, ensuite, une fois que le client a été évalué, le client ou le candidat est contacté via SMS. Les informations sont mises à jour sur la fiche du candidat sur le site web. Et donc, le client reçoit un SMS qui indique la date à laquelle il va recevoir le paiement. Et ce qui est important en matière de paiement, c'est que pour que le paiement soit réussi, on nous demande de, vérifier que le compte bancaire du client appartient bien à ce client. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas verser des fonds sur le compte d'une personne tierce. Cela s'applique également pour les téléphones mobiles. C'est-à-dire que nous devons vérifier que le numéro de téléphone portable est bien lié à ce client particulier. Concernant la partie des griefs et de la surveillance, nous avons un département de développement social et le client peut, euh, peut faire appel pour demander une révision de la décision du mois en question parce que les décisions sont prises mois par mois. Donc, il y a ce mécanisme de plainte. Et puis, soit pour la sortie du système, soit le client euh, donne, indique qu'il n'a plus besoin de la bourse, ou alors via les données que nous recevons, donc encore une fois de notre mécanisme de partage des données avec les partenaires, nous prenons la décision de faire sortir le client de notre système. Ici, c'est une évaluation que nous avons effectuée en collaboration avec nos partenaires. Si le COVID-19, si le mécanisme de bourse de COVID-19 devait être réutilisé pour un système plus vaste d'allocation de bourse, quel changement devrions-nous apporter? Si l'on regarde l'évaluation en fonction de ce qui est disponible actuellement au sein de ce programme d'administration et au sein de ce système, comparé aux capacités donc, qui ne sont pas encore présentes. Donc, c'est un travail d'évaluation des réussites et des échecs pour évoluer vers un registre d'aide plus complet et plus durable. Donc, ce qui est important concernant la migration de ce système, c'est surtout une décision politique de, pour, pour passer d'une assistance sociale purement individuelle à l'intégration d'une gestion orientée foyer. Donc, c'est important, me semble-t-il, de faire passer un système d'assistance purement individuel, un système d'assistance qui prend en compte la réalité de l'ensemble du foyer. Et parce que cela nous permettra de faire un suivi du cycle de vie d'un candidat avant même son entrée dans le système pour avoir une
une vision du cycle de bout en bout d'un candidat. Donc, c'est le cadre et l'évaluation que nous avons réalisée pour nous préparer à la migration depuis une vision d'assistance sociale à une vision de module service d'assistance beaucoup plus complet. Alors ici, si l'on regarde la pile technologique du système SRD, le système a été développé à l'aide de, de principes de conception open source. Donc, je ne vais pas parler concrètement de la pile technologique, mais je voulais simplement indiquer que nous avons adopté des principes de conception open source. Nous avons donc des services et une intégration des fichiers avec un transfert sécurisé des fichiers, donc des services web, des, euh, des messageries sur le cloud, etc. Différentes technologies open source. Ici, vous avez une description de notre infrastructure. Et ce qui est important concernant ce schéma, c'est que ce qui est important, c'est d'indiquer que notre système est hébergé par un cloud Oracle privé, donc qui nous permet de mettre à l'échelle de façon transparente nos services à mesure que nous augmenterons nos capacités au sein du système. Il est important également de rappeler que d'un point de vue sécuritaire, notre infrastructure nous permet d'avoir donc une plateforme d'infrastructure sécurisée pour soutenir toutes les candidatures. Si l'on considère l'évolution du système depuis sa mise en œuvre initiale, au tout début, il y avait des capacités qui étaient minimales, qui incluaient l'inscription et avec un partage de fichiers auprès de 4 institutions simplement, qui pouvaient euh, permettre de prendre des décisions d'éligibilité. Et le seul canal de transfert était le canal EFT. En 2021, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité, la passerelle API, un module de paiement également pour inclure le transfert d'argent par téléphone portable. Nous avons inclus de nouvelles fonctionnalités comme l'annulation, le, le module interne du personnel qui permet à notre personnel d'assister le client pour, pour tous ceux qui n'arrivaient pas à faire tout le processus par le site Internet. Et en 2021, nous avons également augmenté le nombre de bases de données incluses pour évaluer l'éligibilité des candidats. Et entre 2022 et 2025, nous avons ensuite introduit EKYC pour les transactions à haut risque. Nous effectuons la migration très récemment de EKYC, donc pour toutes les transactions du système. Nous avons également introduit un service de réduction des risques pour identifier les identités qui ont été liées à des fraudes. Nous pouvons identifier également les dispositifs ou les numéros de téléphone utilisés à des fins frauduleuses. Donc, ces numéros ont été bloqués ou supprimés pour euh, signaler ces numéros de téléphone associés d'une façon ou d'une autre à des activités frauduleuses. Nous avons accéléré notre test de ressources également avec les banques, une collaboration avec les banques. Nous pouvons tester donc la véracité des informations fournies
de, de nos clients. Et concernant le volume de candidatures également, nous sommes passés de 13. Nous avons considérablement augmenté notre capacité de traitement des candidatures. Alors, pourquoi l'interopérabilité? Eh bien, pourquoi c'était nécessaire à cette étape du processus? Eh bien, comme je l'ai mentionné au tout départ du COVID-19, il n'y avait pas encore de fonctionnalité de partage des données dans l'environnement pour pouvoir gérer véritablement les bourses et euh, respecter les réglementations exigées par l'évaluation de mois à mois des ressources des candidats. Donc, il a fallu mettre en place tous ces systèmes euh, qui permettent eh bien, de tester les ressources, de vérifier, recouper les informations entre les différentes institutions, etc. Et nous avons depuis donc étendu toujours plus ces fonctionnalités pour améliorer les efficacités dans notre système de gestion des subventions. Et lorsque nous avons lancé cette bourse du COVID-19, s- euh, il n'y avait pas, euh, depuis que nous avons fait évoluer le système, il n'est plus nécessaire de, euh, de, de fournir des informations puisque c'est notre système qui justement effectue tout ce travail de recoupement des informations, d'évaluation du candidat, de ses ressources, etc. Donc, c'est une amélioration considérable pour le client. Et les grands jalons, les grandes réussites en matière d'interopérabilité. Lorsque nous avons des bases de données limitées, lorsque nous avons introduit dans notre cadre de 17 millions donc, de candidatures, et 6 mois après l'implémentation de cette capacité, nous avons pu réaliser la réduction de... Donc voilà une présentation de nos partenaires stratégiques, justement que j'ai mentionné plusieurs fois, toutes ces institutions avec lesquelles nous échangeons et nous collaborons pour notamment l'échange de données. Alors, ce qui est important ici, ce sont les principales variables pour l'échange de données, pour le partage de données. Donc, il y a avant tout le numéro d'identification, le canal principal de partage des informations, c'est avant tout SFTP, avec une collaboration bien sûr des banques et d'autres partenaires pour avoir un échange en temps réel via ce système SFTP des informations. Et ce qui est important ici, c'est que avec ce type de mécanisme d'échange de données, cela, euh, cela ouvre la voie à de nouvelles complexités comme des données incomplètes ou des données qui ne remplissent pas les conditions de format, donc qui sont inutilisables. Donc cela a en même temps créé de nouvelles complexités. Nous voyons ici le lien avec l'emploi et les compétences. Si vous regardez les
L'image à droite, c'est les cercles en vert indiquent les opportunités d'emploi que nous avons déjà établies à travers le partage de données. Si nous regardons le tout premier, c'est les, euh, le partage des données avec le département d'éducation de base. Alors, nous fournissons des données pour notre système de soutien aux enfants pour cibler ces enfants pour qu'ils puissent avancer vers l'éducation supérieure. Nous avons également une initiative. Nous avons un trust, un fonds fiduciaire, le fonds fiduciaire Finmark, qui cible également les jeunes. Nous travaillons avec le fonds fiduciaire Finmark Trust pour rapprocher les jeunes du marché du travail pour les opportunités, pour qu'ils puissent explorer les opportunités d'entrepreneuriat. Et nous avons le programme de travail communautaire qui nous permet d'identifier les délégués qui peuvent être adressés au programme de travail et vice-versa. Dans cette image, notre objectif, c'est de intégrer tout cela avec les cercles en rouge. Le programme de Jeunes SA est un programme très progressiste dans l'Afrique du Sud. Les jeunes s'inscrivent dans cette base de données pour qu'ils puissent être adressés à travers les bases de données d'emploi et les bases de données liées au renforcement des compétences. Alors, ce n'est pas une base de données liée aux données sociales pour le moment, mais c'est un programme qui évolutionne, qui progresse très bien maintenant en Afrique du Sud. Si nous regardons maintenant l'administration générale et l'interopérabilité, nous avons l'inclusion et exclusion numérique. Euh, il y a ces éléments où les personnes n'ont pas encore les outils numériques pour pouvoir communiquer avec nos canaux numériques. Alors, nous disons, si nous mettons en place des solutions, les solutions doivent être disponibles pour ce groupe de clients, ceux qui n'ont pas un portable. Euh, alors, c'est que nous devons faire, c'est d'avoir une base de données centralisée avec des données d'identité numérique dans tous les pays. Je ne vais pas passer en revue cette page-là. Nous continuons. Si nous regardons les prochaines étapes, notre objectif, c'est d'avoir une interopérabilité compréhensive au niveau de SASA et dans l'Afrique du Sud en général. Nous préparons au sein de SASA pour répandre l'interopérabilité dans l'avenir. Nous avons travaillé avec la Banque mondiale pour avoir quelques recommandations et pouvoir avancer vers une stratégie exhaustive qui va au-delà des intégrations API. Et aussi, notre objectif, c'est de mettre en place un modèle de dictionnaire de données et adopter un mécanisme robuste de gouvernance des données. Nous avons un programme également au sein de la présidence, du bureau du président, qui comprend euh, plusieurs départements gouvernementaux et aussi les membres du secteur privé. L'objectif est de bâtir un gouvernement inclusif et sécure. L'objectif, c'est d'avoir des services centrés sur la population et l'accès aux services, l'accès à l'emploi et au développement de compétences. L'échange des données est clé pour ce programme parce qu'il fournit un service centralisé et de la gouvernance. Il y a des aspects tels que l'identité numérique et un système de paiement efficace et sûr pour la société pour que ce soit un système accessible aussi pour toutes les populations de l'Afrique du Sud, surtout les bénéficiaires vulnérables. C'est tout de ma part. Merci de m'avoir écouté. Merci. Madame Chabalala, votre présentation a été vraiment excellente. Vous avez bien décrit les différents niveaux d'interopérabilité
et la vitesse à laquelle l'Afrique du Sud a mis en place tout cela. Maintenant, je vais donner la parole à Luisa et elle va s'engager en dialogue avec les orateurs. Luisa, vous avez la parole. Premièrement, félicitations pour les présentations qui ont été vraiment excellentes. Votre conception, votre design des systèmes informatiques est très solide, à mon avis. Je peux le dire parce que j'ai beaucoup vu en cette matière dans mon pays et dans d'autres pays. J'ai témoigné de plusieurs systèmes informatiques. Alors, le design semble être robuste pour AirChan, pour la Turquie, de la Turquie. J'ai une question. Quelle quelle a été la facilité d'obtenir les données de la totalité des 29 institutions? Parce que nous avions 18 institutions et ça n'a pas été évident dans notre plateforme. Est-ce que je réponds maintenant ou plus tard? Oui, d'accord. Je dois dire que au début des années 80 et jusqu'à la fin des années 90, la Turquie avait complété toutes les infrastructures numériques ou informatiques pour les institutions, que ce soit publiques ou bien privées. Alors, nous avons déjà une infrastructure informatique, mais ce que nous avons fait ensuite, ce que nous avons établi, le système d'information sociale. Et ceci faisant, nous avons créé quelques protocoles pour gérer les différentes bases de données. C'était des protocoles à être gérés par les différentes institutions. Au contraire, ça n'aurait pas été possible parce que les institutions ont différentes bases de données, différents types de bases de données qui ne peuvent pas toujours être combinés. Alors, nous avons amélioré le mécanisme d'échange pour chaque institution. C'est comme ça que nous avons combiné les 29 institutions et le plus de 100 bases de données dans une seule base de données intégrée. Mais ça nous a pris presque 9 ans de le faire. 9 ans? Oui. Mhm. Oui, nous, la signature de certains protocoles avec différentes institutions pour l'échange des données, cela a pris beaucoup de temps également. Et même après la signature, ils étaient réticents à permettre cet échange des données. Il y a, ils étaient un peu incertain, un peu inquiet de partager les données, mais c'était l'objectif de cette initiative. Et nous avions 18 institutions, le ministère de l'Éducation, de la Santé, de l'Inspection sociale. Il y avait tout un tas de données et bien sûr, il n'était pas possible de développer une plateforme sans eux. Merci de votre réponse, Erchan. J'ai quelques questions. Pour la représentante de l'Afrique du Sud, Madame Chabalala, je les ai déjà préparées. Est-ce que je peux avancer? D'accord. Oui, allez-y. Louisa, au micro. Alors, la toute première question est sur la législation. Est-ce que vous avez lancé de nouvelles lois dans le domaine de l'interopérabilité, le soutien de cybersécurité? Parce que il est vraiment difficile d'avoir une vraie législation, une législation solide en ce domaine. Alors, voilà ma première question pour Madame Chabalala. Oui, est-ce que je interviens maintenant? Oui, allez-y, Madame Chabalala. Merci de votre question, Luisa. Alors, le cadre de gouvernance en matière d'interopérabilité et la cybersécurité qui n'a
pas encore été établi. Il y a un certain aspect de partage de données qui continue à être désintégré. Alors, c'est pour ça que ce projet a été sélectionné pour être géré au niveau de la présidence du bureau de la présidence. Oui, oui, bien sûr, parce que nous n'avons pas de loi. Alors, pour avoir la législation, pour avoir le cadre de gouvernance qui facilite et gouverne cette interopérabilité, c'est pour ça que nous avons mis ce projet au niveau du bureau du président. Oui, c'est pour ça que j'avais cette question-là, parce que la législation est bien importante, n'est-ce pas? Deuxième question. Alors, la troisième question se lie à la deuxième. À partir des slides 23 et 24, nous pouvons voir que l'échange de données entre les institutions et à travers des transferts de données en RAC son développement API. Alors, ce qui permettrait un accès des données en temps réel. Alors, quelle est la cause? Parce que est-ce que les systèmes sont démodés ou incompatibles technologiquement ou pas conçus pour soutenir les API? Ou bien est-ce que la capacité de ressources humaines en matière d'informatique est suffisante pour atteindre le résultat désiré? Alors, c'est pour ça que j'ai dit que les deux questions étaient interliées. Oui, excellent. Oui, vous avez raison. Si vous regardez notre analyse, nous avons en fait mené cette analyse pour répondre à cette question spécifique. Pourquoi est-ce que nous ne partageons pas les données à travers les API? Parce que nous avons des API. Alors, nous utilisons les API en premier comme principe, mais ensuite, nous nous contactons avec des agences extérieures pour dire, voilà ce que nous devons utiliser, voilà nos défis. Nous n'avons pas des capacités API et nous ne pouvons pas vous aider avec le transfert de données. Alors, nous leur donnons les archives ou les fichiers. euh, mais c'est un problème de fit for purpose. Avec SARS, ils recueillent des données pour leur propre utilisation. Dans l'environnement SARS, ils ont besoin de donner le résultat de l'évaluation de texte. Alors, ils avaient une période spécifique. De la part de SASA, nous avions besoin d'avoir des informations mises à jour tous les mois. Mais nous avions dû prendre ces données, déterminer comment nous allions développer et utiliser ces données en collaboration avec d'autres données. Alors, c'est pour ça que la gouvernance et la gestion centralisée est devenue un aspect clé en Afrique du Sud parce que nous devons premièrement établir les capacités de toutes les institutions pour partager leurs données dans les cadres techniques et ensuite, cela nous permettrait de déterminer la gouvernance pour faciliter ce partage de données. Vous êtes une personne technique, alors vous y connaissez et ça peut être un peu frustrant de ne pas avoir une API et de ne pas pouvoir voir les données en temps réel. Oui, c'est un de nos grands défis. C'est notre plus grand défi, en fait. Et c'est clair. Le design semble être assez solide, mais vous devez également développer davantage de modules, des modules de gestion des cas, le module des services sociaux. Il y a des modules, les cercles rouges qui doivent encore être développés. Alors, est-ce que vous avez une étape prévue pour le développement de ces modules, de ces cercles rouges que nous avions vus? Les modules rouges, comme j'ai indiqué dans ma présentation, certains d'eux peuvent fonctionner dans le cadre actuel, celui de l'aide sociale, par exemple, mais il y a certaines capacités qui doivent être activée depuis la perspective de la politique. Alors, les responsables de politique doivent
dire nous développons l'aide sociale depuis la perspective d'un registre social, d'un registre de foyer. euh, ou- alors, cela entraîne quelques décisions du point de vue de la politique, mais nous avons également mis à bien quelques évaluations à partir de l'évaluation des besoins et nous préparons maintenant depuis la perspective politique pour être préparés du point de vue technique au niveau de notre organisation SASA pour nous assurer d'être prêts pour le cadre politique lorsque ce cadre arrêtera. Vous prenez un pas en avant, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, c'est bien d'être préparé et de ne pas rater un mois une fois que la politique a été déjà approuvée. J'aimerais tout simplement mentionner que dans le programme de la présidence, ça a été sélectionné comme un des programmes pilotes pour mettre tout cela en place. C'est pour ça qu'il est important pour nous de dire qui sont nos manques, nos déficiences nous sommes l'organisation qui est bien prête pour cette initiative. Alors, vous avez le soutien du bureau de la présidence, n'est-ce pas? Oui, oui, nous avons ce soutien-là. Merci. Merci. Merci, Luisa. Merci, Madame Chabalala. Et nous avons alors parlé des questions mentionnées les, in- le public, les défis auxquels nous faisons face et les succès témoignés en Turquie. Ce n'est pas un succès qui a pris 1 an, mais 9 ans en fait. Alors cela a entraîné plusieurs années de travail acharné. Maintenant, j'aimerais inviter Josefina Posadas qui va partager ses pensées. Merci Anita. Félicitations à Erchan et Moipone de leur présentation et j'aimerais également féliciter vos bureaux du travail que vous avez mené. Alors, ma question et pour le deux, je sais que vous vous trouvez dans différents moments dans le processus d'intégration de systèmes de données et que vous facilitez la communication entre l'aide sociale et le marché du travail. Et je suppose que vous avez travaillé avec des experts en matière de services publics d'emploi comme Ishkur. Est-ce que vous pourrez partager davantage de détails sur le processus d'adressage qui survient dès l'aide sociale vers les services d'emploi? Et il y a aussi un processus inverse, aussi à l'inverse. Je suppose qu'il y a beaucoup d'informations, 29 bases de données qui font partie du système intégré. Alors, combien de ces informations est utilisée par les services d'emploi, par les SCHCOUR, par exemple, lorsqu'ils reçoivent ces adressages? Les services d'emploi ont des programmes qui ciblent, qui visent les populations vulnérables, mais ils ont d'autres fonctions qui sont liées à la facilitation de la transition dans le marché du travail et l'obtention de postes de travail pour un groupe plus large de la population qui n'est pas nécessairement la population la plus vulnérable. Alors, est-ce qu'il y a des informations qui peuvent être utiles pour d'autres segments qui peuvent se servir, pardon, des services d'emploi? Merci, Joséphina. Très bien, merci beaucoup. Excellente question. Comme je l'ai dit au début, lorsque nos travailleurs sociaux visitent le foyer, il y a un questionnaire qui a été créé à cet effet. Et dans ce questionnaire, nos travailleurs sociaux posent certaines questions
concernant l'emploi. Par exemple, est-ce, est-ce que, si vous avez l'occasion de travailler, est-ce que vous pouvez travailler dans ce type d'emploi? Donc, c'est une série de questions qui sont posées à l'occasion de cette visite et qui permettent d'identifier les bénéficiaires potentiels pour le marché du travail. Et donc, on peut ensuite diriger ces bénéficiaires potentiels vers les agences d'emploi. Donc, c'est important d'avoir ces données, ces informations sur le bénéficiaire. Donc, si le programme implémenté est effectué dans toutes les régions, cela nous permet d'avoir un aperçu euh, complet. Mais lorsque l'on regarde l'impact de ces programmes de renvoi, de recommandation pour l'emploi, pour l'inscription aux agences d'emploi, nous avons enregistré environ 1 million de personnes dans chaque groupe de programme en 15 ans. C'est ce que nous avons pu obtenir en 15 ans. Et donc, nous avons donné certaines formations de conseils concernant les centaines de milliers de bénéficiaires. Donc, nous avons dispensé des formations à ces bénéficiaires au cours des dernières 15 ans. Mais, l- les, mais ce sont des chiffres encore euh, trop bas par rapport à nos objectifs. Donc, nous avons enregistré seulement 10% des bénéficiaires potentiels et 13% ou 14% d'entre eux ont obtenu un emploi. Donc, cela signifie, vous voyez, le fossé qu'il reste à combler, hein. Les bénéficiaires euh, n- sont encore beaucoup trop peu nombreux. Ce n'est pas encore satisfaisant pour nous. Nous devons euh, et accroître, développer grandement notre action en la matière. Voilà pour ma réponse. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Oui, oui. J'ai juste une question de suivi pour bien comprendre le, la recommandation donc est donnée au bénéficiaire lorsqu'il se rend au centre d'assistance sociale en fonction des données que vous connectez ou est-ce que c'est envoyé à quelqu'un dans chaque groupe qui va contacter le bénéficiaire et qui va l'encourager à s'enregistrer. Comment ça fonctionne? Parce que moi aussi, j'ai noté les chiffres très bas, donc j'essayais de comprendre où se trouve le goulot d'étranglement, quels sont les obstacles à, à l'enregistrement de ces bénéficiaires. J'essaie de comprendre. Oui, alors, une fois après la visite dans le foyer, donc nous entrons les données du foyer dans notre système et automatiquement, cela est envoyé à Escure, à l'agence d'emploi. Et donc, Escure peut voir combien de personnes dans cette région, dans cette province, sont des bénéficiaires potentiels. Ensuite, ils se mettent en contact avec eux, avec ces personnes, et après les avoir contactés, ils nous informent, ils informent d'autres systèmes. Donc, nous envoyons, nous, automatiquement les données des bénéficiaires potentiels
pour les programmes d'emploi sur le marché du travail. Et, et donc, l'agent d'emploi appelle ces personnes pour les faire venir au centre d'appel, au centre, à l'agence, et les informe sur le programme, sur les programmes de formation, d'aide à la réinsertion professionnelle, etc. Et tout le système automatiquement se met en place. Ces programmes, ces activités de formation, de conseil, etc. Louisa? Oui, une autre question. Alors peut-être que je n'ai pas fait très attention à cela, mais vous avez dit dans votre présentation que une fois que le bénéficiaire a obtenu un emploi, le travail, le travail social, euh, ou l'assistance sociale se poursuit 6 mois ou un an à peu près. Et donc, il obtient toujours le paiement, n'est-ce pas, de l'assistance sociale. Et pourquoi? Pourquoi cela? Alors, j'ai certaines réponses dans mon esprit, mais pourquoi cela? Pourquoi ce mécanisme? C'était justement l'une de mes questions, moi aussi. Peut-être que c'est pour compléter la question de Louisa, et puis après, vous allez pouvoir nous répondre. Je peux comprendre pourquoi, hein. Je travaille moi aussi avec le gouvernement du Brésil et ils ont un système similaire. Alors simplement, ils ont réduit cette durée de 24 mois à 12 mois. Donc, ce serait vraiment très intéressant d'entendre l'expérience de la Turquie. Comment, euh, quelle analyse avez-vous effectuée pour comprendre pourquoi, enfin, pour avoir décidé que 12 mois, c'est la période, c'est la durée, idéale? Quel type d'analyse vous faites aujourd'hui pour voir si cela fonctionne bien, si certaines personnes reviennent dans le programme après 12 mois parce qu'ils sont retombés dans la pauvreté, hein? Et quelles sont les informations que re- vous récupérez, que vous avez pu collecter suite à la mise en place donc, de cette durée de 12 mois de poursuite de l'assistance sociale? Oui, alors, lorsqu'une femme obtient un emploi, lorsque l'un ou l'une de nos bénéficiaires obtient un emploi, il reste dans notre système d'assistance sociale parce que lorsqu'on coupait l'assistance sociale au foyer, peut-être que, eh bien, voilà, elle peut perdre son emploi tout de suite ou elle ne voulait pas travailler dans cet emploi, occuper ce poste. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de créer un filet de sécurité en termes de ressources pour cette famille, pour ce foyer. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette durée de 12 mois qui nous a semblé beaucoup plus raisonnable. Et puis, s'il y a des changements, parce que nous contrôlons régulièrement, hein, nous vérifions régulièrement la situation des foyers dans notre système. On vérifie 2 fois par an. On rend visite à ces foyers et on collecte et on vérifie les données administratives tous les mois. Vous avez l'API, voilà, c'est ça, l'application API. Oui, effectivement, c'est une API très développée pour cela. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de déterminer cette durée de 1 an de permanence dans le système. S'ils sont toujours sur le marché de l'emploi à l'issue de cette période, s'ils ont acquis une sécurité en matière de revenus, alors on les fait sortir de notre système de protection sociale. Merci.
Merci, Louisa. Merci beaucoup. Joséphina, est-ce que vous avez une autre question pour Maria Poney? Moi, Poney? Il nous reste quelques minutes. Non, je veux dire, avant tout que ça a été très intéressant d'écouter Moïponné sur ces mêmes questions, même si je sais qu'ils sont à une étape différente du développement de leur système intégré d'information et d'interopérabilité, mais ce serait quand même important de savoir comment ils envisagent cette communication entre l'assistance sociale et l'emploi à l'avenir. Oui, merci Anita. Pour l'Afrique du Sud, nous avons toujours ce mécanisme de recommandation intégré. Ce n'est, c'est toujours un partage de données sur demande, en fait. Par exemple, avec le programme communautaire. Donc, c'est vraiment une demande au cas par cas pour cibler un client qualifié de la part bon, pour cette institution. Donc, c'est l'agence en fait qui nous demande des données. Ce n'est pas effectivement un système complet, consolidé de partage des données ou un mécanisme de recommandation pour ce qui concerne l'Afrique du Sud. C'est encore un système de un à un, d'échange comme ça au cas par cas sur demande. Et puis, avec toutes ces institutions avec lesquelles nous travaillons en matière d'emploi, c'est toujours la même chose. C'est pareil, c'est un partage de données d'institution à institution. Il n'y a pas encore de système complet, automatisé d'échange de données. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joséphina et Louisa, pour ces questions. Merci pour les réponses. Je vais maintenant prendre quelques questions de l'audience, du public. Vous pouvez également répondre aux questions directement dans la rubrique des questions-réponses. Alors, la première question. Quels sont les défis en matière de partage des données entre SASA et les autres acteurs? Oui, merci. Alors, il y a un dossier actuellement qui concerne le partage des données avec les banques pour le test de ressources qui a été sanctionné par le comité de supervision concernant l'utilisation des données utilisées pour déterminer ce test de ressources. Donc, c'est un système qui concerne la, la, l- la justesse et le bien fondé de ces tests, la légalité de la justesse de ce processus de test des ressources. Donc, c'est un obstacle auquel nous nous heurtons actuellement. Ce n'est pas que, ce n'est pas juste d'utiliser, mais c'est que il faut pouvoir euh, 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 respecter certaines conditions pour effectuer ce test de ressources. Merci. Alors, comment le test de ressources est-il effectué? Question suivante. Comme je l'ai dit dans ma présentation, lorsqu'un candidat se présente et se porte candidat à notre système, nous utilisons le test de ressources pour tous les candidats, donc. Et puis ensuite, par- donc, s'ils ont un salaire ou une assistance habituelle, régulière,
par exemple, s'ils ont des subventions, comme les personnes en situation de handicap, eh bien, nous, nous effectuons ce test de ressources une fois ou deux fois par an pour chaque foyer, pour les bénéficiaires réguliers. Alors, question suivante. Alors, nous avons à Escourt, avec l'agence d'emploi, donc, ils ont, ils ont offert trois fois, par exemple, trois, ils ont proposé trois emplois à un bénéficiaire dans une année. Et donc, s'ils acceptent un de ces emplois, si le bénéficiaire accepte l'emploi, il n'y a pas de problème, bien sûr, mais si le bénéficiaire n'accepte pas et rejette trois fois un emploi qui lui est proposé, alors nous devons réévaluer la situation et l'éligibilité de cette personne ou du foyer. Donc, s'il n'accepte aucune des trois propositions, en général, le bénéficiaire sort du système d'assistance sociale. Donc, on essaye de créer une section, une sanction, justement, qui est liée à l'acceptation ou à la non-acceptation d'un poste d'emploi. Dernière question. Est-ce que le système vous permet de collecter des photos de la famille? Oui, merci. Alors, comme notre système est un système basé sur les personnes, oui, nous collectons les données biométriques de nos clients sous la forme de données faciales, oui, effectivement. Les données biométriques des clients que nous ciblons pour certaines transactions. Donc, nous avons en général des vidéos même dans le cadre de nos processus, mais nous ne stockons pas les images électroniques dans un modèle. Nous ne, nous les, nous ne les conserverons pas à long terme, non. Merci beaucoup. Je crois que le moment est venu de terminer ce webinaire. Il y avait encore beaucoup de questions intéressantes, mais nous arrivons à la fin du temps qui nous a été imparti. Vous pouvez de toute façon toujours poser vos questions dans le chat et nous allons les transmettre à nos orateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux orateurs et au public également pour cet intérêt manifesté. Une toute dernière minute pour vous présenter les prochains événements. Nous avons un prochain événement sur l'interopérabilité pour s'intéresser aux plateformes d'échange de données. Vous pouvez vous enregistrer, vous inscrire à cet événement sur socialprotection.org. Nous vous invitons également à contribuer à cette initiative sur le développement des normes, alors en participant à ces webinaires, mais si vous voulez également contribuer, vous pouvez nous contacter. Vous aurez nos coordonnées, voilà, sur la diapo suivante. Vous pouvez nous contacter via notre site web, via l'adresse email ou par LinkedIn et d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez, vous êtes tous les bienvenus pour contribuer à la transformation des systèmes de protection sociale à l'échelle mondiale. Merci, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci au public, merci pour votre intérêt. Merci beaucoup.